Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise pendant près de 52 minutes. Et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, devenir actionnaire de son entreprise, eh bien, c'est chose faite chez Blablacar. On en parlera dans quelques instants. À partir de cet été, eh bien, les salariés pourront acheter des actions gratuites de leur entreprise. On fera le point avec la DRH dans quelques instants de cette entreprise. Smart et Réglo, quels sont les risques en cas d'abandon de poste ? Eh bien, on fera le point avec une avocate dans quelques instants. Le Rex du mois, vous cherchez à recruter un talent ou des compétences ? Attention, ce n'est pas la même chose. On fera le point avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication et de la RSE chez Foncia. Ce sera le Rex du mois. Le Cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui à la rencontre de Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines. Il est économiste. Il a fait un tour de France des départements à la rencontre eh bien, des entreprises, du tertiaire et de l'industrie pour accélérer le rebond économique des territoires. Il a remis son rapport il y a quelques jours au Premier ministre. Il viendra nous le détailler sur notre plateau. Et puis fenêtre sur l'emploi, comment recruter des talents dans la tech, qui est un marché tendu. On en parle dans quelques instants avec le président de l'entreprise Isatech. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, devenir actionnaire de son entreprise. Alors, on en parle beaucoup, le gouvernement a beaucoup parlé de l'actionnariat des salariés. Eh bien, c'est concret et c'est chose faite chez Blablacar. Bonjour Stéphanie Fraise. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci de m'accueillir. Eh bien, c'est un plaisir de vous accueillir en visio aujourd'hui. Blablacar, évidemment, c'est un réseau de transport qui est fondé sur le partage, sur la communauté. C'est une marque très connue. Et vous avez décidé de proposer à vos salariés, à vos collaborateurs, des actions et de devenir actionnaire. Expliquez-nous la philosophie. Moi, naïvement, je pensais que les salariés pouvaient entrer au capital de votre entreprise en achetant une entreprise à un prix attractif. Non, pas du tout. Et vous leur offrez des actions et cet été, il y aura à peu près 10% du capital qui sera détenu par les salariés. Oui, absolument. On a décidé cet été de proposer à l'ensemble de nos collaborateurs de pouvoir détenir des actions gratuites de Blablacar. Ça veut dire qu'on leur offre des actions gratuites et ça s'appliquera à la fois à l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi à l'ensemble des nouveaux collaborateurs qui seraient amenés à nous rejoindre cette année. On a à peu près 260 recrutements à faire, donc ça nous constituera un levier, on l'espère, important d'attractivité pour pouvoir les attirer. Alors, jusqu'à présent, on avait un peu moins d'un tiers en fait, de nos collaborateurs qui en avaient. Donc c'est un grand pas en avant. Stéphanie, c'était une demande des collaborateurs qui disaient, mais on parlera évidemment de ceux que vous allez recruter, qui est, j'imagine, un élément attractif pour eux, mais ceux qui sont déjà dans l'entreprise, ils vous en parlaient, ils poussaient la porte du bureau en disant, mais quand est-ce que je peux acheter des actions ? Comment ça s'est passé ? En fait, jusqu'à présent, on a eu une politique d'attribution des actions gratuites qui était finalement assez peu équitable et pas très juste. C'est-à-dire que nous en donnions au moment de l'embauche et au moment des révisions salariales à ceux qui finalement s'intéressaient à ce sujet, étaient déjà cultivés sur ce sujet et il y avait un intérêt. Et chez Blablacar, on a à la fois une culture très entrepreneuriale et donc ça nous semble extrêmement important de pouvoir cultiver cette culture entrepreneuriale en donnant finalement un intéressement à nos collaborateurs à pouvoir bénéficier du potentiel de croissance qu'en fait ils contribuent à créer, d'une part, et d'autre part, on voulait être beaucoup plus inclusive et plus juste dans notre façon d'aborder ce sujet, c'est-à-dire de pouvoir aussi adresser tous ceux qui aujourd'hui n'avaient pas forcément conscience de ce système, pas connaissance de ce système, parce qu'en France, c'est quand même pas quelque chose qui est très installé et qui est très démocratisé. Donc, c'est aussi une volonté de notre part, c'est d'être un peu précurseur en ce domaine et on l'espère pouvoir impacter favorablement cette culture-là qui est très présente aux États-Unis. Et donc, c'est notre enjeu, en fait, c'est de pouvoir donner accès à ce bénéfice à l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur origine, leur expérience et leur connaissance de ce sujet.
C'est intéressant, c'est des questions un peu techniques, mais vous l'évoquiez, quand on entre dans l'entreprise, ça c'est pour attirer des talents, on propose des actions, on offre des actions. Comment ça se passe? Parce que vous n'êtes pas coté en bourse, donc ils achètent en fait des actions à la valeur du bilan précédent, elles valent, je ne sais pas, 50 euros. Tout d'un coup, l'entreprise cartonne, et elle cartonne, il les revend en 75, il vient vous revoir, il dit mais bon, j'ai vendu à un investisseur, je voudrais en racheter, c'est possible? Enfin, je voudrais que vous m'en réoffriez. Alors techniquement, la façon dont ça se passe, c'est qu'en effet, nous ne sommes pas cotés en bourse. Donc en fait, ils sont détenteurs d'actions gratuites que nous leur offrons. Je le redis, on n'est pas dans une configuration de type stock option où ils doivent d'abord les acheter pour pouvoir les actionner. Là, on se parle vraiment, pour la plupart de nos collaborateurs désormais, dans ce qu'on met en place là, ce sont bien des actions que nous leur offrons gratuites. Donc en fait, on leur offre à l'embauche au moment des révisions salariales. Donc c'est un système dynamique et vivant. Et ensuite, en termes d'opportunités pour eux de revente, il y a régulièrement des levées de fonds qui sont opérées. On vient d'en faire une, justement, ce qui nous a donné l'occasion d'opérer ce qu'on appelle une opération sur le marché secondaire, c'est-à-dire que des investisseurs proposent à nos salariés de racheter une partie de leurs actions. Et donc, indépendamment du fait d'être cotés en bourse, nos collaborateurs ont eu, là, l'opportunité de pouvoir vendre les actions, en effet, qu'ils détenaient, à un prix qui est au niveau de la valorisation qui est faite au moment de cette vente et qui s'opère par différence avec la valorisation à laquelle ils ont au départ eu leurs actions. Donc ça, c'est tant qu'on n'est pas coté en bourse. Et on a eu, depuis la création de Babacar, 4 opportunités qui se sont ainsi créées. Et il y a à peu près 15 millions d'euros qui ont été distribués sur les collaborateurs qui ont vendu des actions. Donc c'est intéressant évidemment aussi pour les salariés de récupérer quelque sorte le fruit de leurs efforts. C'est ça qui est intéressant. Vous dites, vous recrutez, vous êtes la DRH, donc vous installez, je dirais, l'expérience collaborateur, vous essayez de recruter des talents, parce que c'est aussi le thème de notre émission. Quotidiennement, on entend « je cherche des talents ». C'est un élément décisif, cette proposition, en plus de toutes les autres, de dire à un collaborateur qui va être embauché, on vous offre des actions. C'est un élément important ? Oui, on est convaincu que c'est un élément d'attractivité très fort qui va nous permettre de nous différencier. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un usage qui est encore assez peu démocratisé en France, même si dans l'écosystème tech dans lequel nous évoluons, il est évidemment beaucoup plus répandu. Mais oui, on considère que ça a une valeur d'attractivité importante qui vient nous distinguer, qui vient montrer à quel point notre culture entrepreneuriale est forte au sein de l'entreprise, et elle ne s'arrête pas à cet exemple-là, elle s'incarne au travers de beaucoup d'autres exemples au quotidien. Cette culture entrepreneuriale est très présente, c'est vraiment le type d'esprit et de personnalité que nous recherchons pour nous rejoindre. Et donc on pense en effet que ça va constituer un levier attractif qui, comme je l'ai dit, ne s'arrête pas à l'embauche et continue à vivre, et qui nous permet du coup d'engager nos collaborateurs non seulement dans cette culture entrepreneuriale, mais aussi dans une volonté de contribuer aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise et d'en tirer les fruits. Et ça, sur une perspective qui est plutôt à moyen long terme, puisque je ne l'ai pas précisé, mais ces actions, et ils mettent 2 ans à en être détenteurs. Quand on est sur des plus gros montants d'actions, ça peut aller jusqu'à 4 ans avant d'être intégralement propriétaire. Donc c'est non seulement un vecteur d'attractivité, mais aussi une opportunité pour nous de les engager sur le plus moyen long terme. Oui, c'est une manière de fidéliser aussi, puisqu'effectivement, il y a un délai pour valider ces actions. Ça change quoi, Stéphanie, dans la gouvernance de l'entreprise ? Vous avez réfléchi, j'allais dire, au fait que lorsqu'on donne une partie du capital, ça fera 10% du capital de l'entreprise aux salariés. Est-ce que ça a des incidences sur la gouvernance de l'entreprise ? Donc ça n'a pas d'incidence à ce stade sur la gouvernance de l'entreprise. Par contre, ça nous met dans une obligation d'information et de transparence et d'accompagnement et de pédagogie sur ce sujet plus forte. Donc on a commencé à le faire, on a fait un premier roadshow pour expliquer vraiment de façon très pédagogique et détaillée ce que ça veut dire une levée de fonds, ce que ça veut dire être actionnaire d'une entreprise. Et on va continuer à le faire au fur et à mesure de nos embauches. Évidemment, dans notre programme d'onboarding, on a intégré une session dédiée à ça. Et on va continuer à organiser des workshops et répondre aux questions de nos collaborateurs. Et on a la volonté du coup de continuer à être transparent sur nos résultats, parce qu'on est en train d'intéresser nos collaborateurs aux résultats de l'entreprise. Donc c'est important qu'ils aient cette transparence-là. On l'avait déjà, mais on va la renforcer, on va la cultiver, parce que c'est absolument fondamental dans ce système-là. Ça commence cet été. Vous nous dites aussi, pour ceux qui sont dans l'entreprise, que c'est une forme de pédagogie finalement
au capitalisme? Parce que c'est vrai que les salariés sont souvent très éloignés de la gouvernance, de la manière dont vit une entreprise. Là, c'est de la pédagogie parce qu'ils sont informés de l'évolution de l'action, de ce que gagne l'entreprise. Ça, c'est très intéressant. C'est une politique de transparence aussi. C'est très fort dans notre culture, hein. La transparence, la confiance, la responsabilisation et l'autonomie des collaborateurs, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Et je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a beaucoup cultivé pendant cette période de crise qu'on a connue. C'est qu'on a souhaité ne pas avoir de tabou sur la situation de l'entreprise, sur nos résultats, nos perspectives, mais aussi nos convictions très fortes sur la résilience de notre business model. Et on a conserver une communication très régulière, notamment de notre CEO Nicolas Brusson, qui a communiqué fréquemment avec les collaborateurs et qui continue aussi à avoir des sessions avec les équipes. Donc on a des formats très globaux, mais on a aussi des formats plus rapprochés avec des équipes plus resserrées pour qu'ils puissent répondre à l'ensemble de leurs questions et ce, très régulièrement. Merci Stéphanie Fraisse, vous êtes la DRH de Blablacar, 260 recrutements. Allez donc jeter un œil dans l'onglet recrutement de Blablacar parce qu'il y a peut-être poste à votre pied. Blablacar, c'est, rappelons-le, 90 millions de membres, c'est 22 pays sur lesquels vous travaillez. Et puis c'est aussi important de le signaler, 1,6 million de tonnes de CO2 économisées. Évidemment, ça c'est un élément important. Et c'est 120 millions de connexions humaines, Blablacar. Voilà, c'est une belle réussite qui donne la place à ses salariés. Merci Stéphanie d'être venue en plateau virtuel, évidemment, dans l'émission Smart Job. À très bientôt. On se revoit peut-être en septembre pour savoir comment s'est passée l'opération de vente des actions. Merci Stéphanie, à très bientôt. Smart et Réglo, tout de suite, c'est le focus droit. Vous connaissez notre rendez-vous. On s'intéresse. Alors, le sujet n'est pas déconnecté de l'actualité parce qu'on a beaucoup de collaborateurs et de salariés. C'est pas les DRH qui vont me contredire, qui renversent la table et finalement décident de ne pas revenir au travail. Pas forcément pour quitter l'entreprise, mais préfèrent rester chez eux. Et ça peut être considéré comme un abandon de poste. On en parle tout de suite avec une avocate. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. On parle d'un sujet, les sanctions encourues en cas d'abandon de poste, qui est d'ailleurs en lien avec la situation Covid de salariés, de chefs d'entreprise qui disent écoutez, mon salarié est parvenu, il a envie de rester, mais en fait il est en télétravail, on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire et on en parle avec Séverine Martel. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous êtes avocate associée en droit social au cabinet Reed Smith et responsable de l'équipe droit social, avec une problématique. On va rentrer dans le détail de ce que dit le Code du travail, mais l'exemple que je donne, on voit des patrons aujourd'hui qui disent moi, mon salarié, je ne sais pas où il est passé, je lui ai demandé de revenir, il n'est pas revenu, en même temps il produit un peu de travail. Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer qu'on est dans un abandon de poste ? Alors, merci de m'accueillir déjà. Plaisir. La difficulté, c'est qu'on n'a pas vraiment de définition légale de l'abandon de poste. Vous faisiez référence au Code du travail et le Code du travail ne contient pas de définition légale de l'abandon de poste. Donc, on a une définition communément admise qui est en fait le fait d'être absent à son poste sans produire de justificatif dans les délais qui sont les délais impartis. C'est-à-dire un bulletin médical, c'est-à-dire un certificat médical, sachant que du coup, l'abandon de poste est protéiforme, comme vous l'avez dit. Ça peut être le salarié qui part 40 minutes avant la fin de ses horaires de travail, le salarié qui ne revient pas de ses vacances et particulièrement en ce moment, le salarié qui a décidé que le télétravail devait être la règle et qui décide de ne pas revenir. Effectivement, ça peut constituer un abandon de poste. Alors après, attention... Ça se discute quand même. Ça se discute. Lui, il envoie des informations, continue à envoyer des mails, produit pour l'entreprise. Alors, c'est pas vraiment un abandon de poste. Ça serait plutôt, on vous a demandé de revenir, vous n'êtes pas revenu aujourd'hui. Donc, sachant qu'aujourd'hui, le principe, c'est que c'est pas le télétravail à 100%, mais ça reste un peu de télétravail. Donc, il n'a pas possibilité de rester 5 jours en full remote si l'entreprise a choisi l'hybridation. Non. Donc, dans ce cas-là, juridiquement, l'avocat, que vous êtes, l'avocate, dit là, on peut considérer qu'on est dans un abandon de poste. Alors, ce ne serait pas vraiment techniquement de l'abandon de poste s'il continuait à travailler en télétravail, mais ça serait un manquement
aux instructions qui lui sont données par l'employeur de revenir travailler. D'ailleurs, la praticienne, comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de définition très claire de l'abandon de poste dans le Code du travail? Il fait 3,50 m le Code du travail. Oui. Pourquoi il y a tellement de choses et il n'y a pas ça? C'est souvent le cas parce que, par exemple, même quand on parle d'abandon de poste, on parle souvent de faute grave. On pense à un licenciement pour faute grave. La faute grave, elle n'est pas définie non plus dans le Code du travail. Donc elle a l'appréciation du juge? En fait, il y a le Code du travail et à côté, vous allez avoir une construction jurisprudentielle comme dans les pays un peu anglo-saxons où vous allez avoir les juridictions qui vont donner des définitions à certaines notions, dont l'abandon de poste, dont la faute grave également. Concrètement, les sanctions encourues pour aller un petit peu au bout, parce que vous donnez des cas de figure, là aussi, qui peuvent créer aussi de vives tensions chez le salarié. Il quitte son poste à 16h30 alors qu'il doit le quitter normalement à 17h30. Il reçoit une lettre comme quoi il a quitté son poste et donc en abandon de poste. Enfin, je veux dire, ça crée quand même des tensions, ce genre de situation. Quand on pense à un abandon de poste, on pense tout de suite à un licenciement pour faute grave. Mais ce n'est pas toujours le cas. On est d'accord. Il y a beaucoup de décisions de jurisprudence où on constate qu'il y a une appréciation factuelle qui doit être faite par l'employeur. On va regarder l'ancienneté du salarié. Est-ce qu'il est parti, par exemple, pour aller se rendre voir son médecin? Est-ce que c'est un fait isolé? Est-ce qu'il répété? Ne vient pas? Est-ce que c'est répété? Donc finalement, les cas dans lesquels le licenciement pour faute grave va être envisagé sont des cas qui restent limités, sachant que on voit aussi assez fréquemment une situation qui est le salarié qui se voit refuser une rupture conventionnelle de son contrat. C'est ça. Et qui, du jour au lendemain, décide de ne pas venir pour provoquer un licenciement pour faute grave, parce que qui dit licenciement pour faute grave dit néanmoins droit à percevoir les allocations chômage. Donc il provoque son départ, il provoque la crise. Précisons, effectivement, vous avez raison de nous le dire, licenciement pour faute grave enclenche les droits et les indemnités. Ça, c'est un élément qui dit aux salariés, finalement, je vais au bout de l'histoire, quoi. Exactement. Je casse la table en deux et puis ils seront obligés de me licencier. Ils seront obligés parce qu'un des écueils à éviter quand on est employeur, c'est pas de se dire mon salarié vient plus, il est démissionnaire. Ce n'est pas une volonté claire et non équivoque de démissionner. Donc il faut, le salarié ne vient plus, il faut enclencher une procédure. Donc ça veut dire que du côté du salarié, pour l'employeur, il doit lui envoyer un mail et lui dire « Est-ce que vous nous confirmez bien que vous avez quitté votre poste de travail et que vous ne voulez plus revenir ?» Il faut ce document. Il doit, dans un premier temps, effectivement, envoyer un petit courrier en lui disant « Voilà, vous n'êtes pas là depuis 48 heures, ou on attendait un justificatif, merci de nous indiquer si vous avez un justificatif. » Le salarié ne répond pas, laisse couler et ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe là? On fait une deuxième, normalement par précaution, mise en demeure, et puis ensuite on enclenche une procédure de licenciement avec un entretien préalable et une lettre de licenciement, sachant que la plupart du temps, le salarié ne viendra pas à l'entretien. C'est ce que je voulais vous dire. Le salarié est déjà parti, donc la procédure s'enclenche sans lui. Oui. Et ensuite, il reçoit une lettre recommandée lui indiquant donc il est bien la lettre qui lui permettra ensuite, j'imagine, d'aller à Pôle emploi pour justifier de son... Il va recevoir sa lettre et puis c'est ce qu'on appelle les documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi, sachant que la particularité du licenciement pour faute grave, c'est qu'elle est privative effectivement de toute indemnité, donc il n'y a pas d'indemnité de préavis, il n'y a pas d'indemnité de licenciement. Il n'aura que ces indemnités, on est d'accord. Il a que l'indemnité compensatrice de congés payés. Voilà. Et il a quand même les congés payés qui lui sont dus, on est d'accord. Mais il ne peut pas rentrer en négociation comme dans une rupture conventionnelle. Non. Là, il n'y a pas de surplus de négo. Non. Dans le conseil que vous pouvez donner aux employeurs, parce que vous avez déjà donné quelques conseils, qu'est-ce que il faut qu'ils soient vigilants sur quel point, sur ces points? Alors, parce que je sais qu'aujourd'hui, là, il y a des collaborateurs qui ne reviennent plus. Je pense qu'il faut pas partir bille en tête, si je peux m'exprimer ainsi, en se disant, voilà, il y a un abandon de poste, il y a une faute grave, et je pars et j'envoie ma lettre, parce que finalement, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'il faut vraiment apprécier les circonstances de fait, un peu comme dans tout dossier, mais particulièrement dans le cas d'une prétendue situation d'abandon de poste, avant de se lancer dans une procédure qui finalement pourrait se révéler coûteuse pour la société. Avant de nous quitter, Séverine Martel, en même temps, l'analyse que vous faites du salarié qui va au bout d'une histoire un peu conflictuelle avec l'entreprise, puisque la rupture n'a pas eu lieu, la rupture conventionnelle, mais finalement tout le monde est gagnant, parce que l'entreprise, elle aussi, elle a plutôt intérêt à ce que le salarié aille au bout et règle ce dossier de cette manière, d'une manière un peu brutale.
Oui, c'est-à-dire que dans le cadre de la rupture conventionnelle, la société est censée payer au moins l'indemnité, l'équivalent de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ça coûte plus cher. Avec la faute grave, voilà, ça lui coûte moins cher. Alors après, on peut penser qu'on a refusé la rupture conventionnelle parce qu'on souhaitait conserver le salarié pour des raisons d'organisation. Ça, c'est l'autre argument contraire, c'est de dire je préfère garder ce salarié, et lui se défend et va rompre d'une manière un peu brutale. Merci Séverine Martel d'être venue nous éclairer. C'est pas un petit sujet en fait dans le contexte actuel de l'été, avec des gens collaborateurs qui, certains ne reviennent pas. On voit des chefs d'entreprise qui le disent. Merci beaucoup, avocate associée en droit social au cabinet Reed Smith. Reed Smith, j'ai bien dit, c'est ça. Exactement. Reed Smith est responsable de l'équipe sociale. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le Rex du mois, comme tous les mois, avec Frédéric Fougera, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Il arrive. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, talent versus compétences. On recrute des talents, parfois on recrute des compétences. C'est pas tout à fait la même chose. Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde sur ce plateau. Chercher des talents, mais en même temps, parfois, on confond talent et compétences. À lire quand même dans votre tribune Focus RH, là, c'était il y a quelques jours, là, il y a le 30 juin dernier, ne recrutez pas des talents si c'est pour gérer des compétences. J'adore ce titre. C'est exactement le malentendu sur lequel vous revenez. Dans votre spécialiste de la communication, il faut le préciser, dans la communication employeur, Frédéric, les entreprises disent recruter des talents, qui est un peu le nouveau mot à la mode. C'est vrai qu'ici, sur ce plateau, tous les jours, on nous dit « je recrute des talents », où on les appelle des profils bien particuliers. C'est ça l'expression ? Alors le profil bien particulier, c'est peut-être exactement ce qui définit le talent. Mais comme vous disiez, dans la communication, parfois, dans la communication employeur, on a tendance à chercher à valoriser, à surenchérir. Donc on ne recrute plus depuis peut-être même une dizaine d'années déjà, on ne recrute plus des salariés, on ne recrute plus des collaborateurs ou des collaboratrices, mais des talents. Mais il y a un usage abusif du mot talent. Le talent, c'est justement bien un profil assez particulier. C'est rare. C'est plutôt rare, effectivement. Donc il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas mentir non plus aux personnes qu'on recrute. Donc l'entreprise, généralement, elle recrute des compétences et non pas des talents. Voilà. Donc vous confirmez qu'il y a un petit malentendu sur ces deux mots, en fait, compétences et talent. Oui, il y a un malentendu parce qu'il y a une distinction. Le talent, il est plutôt rare, c'est plutôt une personnalité un peu libre, un peu imprévisible. À l'inverse, la compétence, elle est attendue, elle est espérée, donc elle doit répondre à des normes quelque part. Le talent, il dispose, comme je le disais, d'aptitudes particulières. Les compétences, elles répondent aux normes établies. Donc c'est pas exactement la même chose. Si vous me permettez d'être grossier, on peut dire que le talent, c'est un peu la pièce unique, la pièce rare, quand la compétence, c'est plutôt le matricule interchangeable. Si vous n'avez plus cette ou ces compétences-là, vous pouvez les recruter, les renouveler facilement. Le talent, lui, il va falloir avoir une chasse particulière, il va falloir l'identifier. C'est pas exactement c'est pas du tout le même profil et c'est pas du tout exactement le même processus. Ouais. Donc il faut pas mentir, ou en tout cas il faut pas survendre le recrutement. Le talent, c'est le talent, la compétence, c'est la compétence. D'ailleurs, on a besoin des deux. Il faut pas non plus oublier qu'on a besoin des deux. L'entreprise ne fonctionne pas que avec des talents, elle fonctionne beaucoup avec les compétences. Et avec les deux, elle fonctionne encore mieux. C'est vrai qu'il n'y avait que des talents dans l'entreprise, ça serait compliqué aussi à gérer pour les RH. Ça serait probablement compliqué pour tout le monde. Honnêtement, c'est compliqué pour tout le monde. Est-ce que l'entreprise, ça c'est une question qui est fondamentale, est-ce qu'elle est organisée justement pour gérer des compétences plus que des talents ? C'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire c'est une espèce d'alchimie finalement entre ces deux pôles-là. Mais l'entreprise, elle dit vouloir recruter des talents, mais en réalité, elle leur fait faire des bilans de compétences. Et ça trahit en fait toute la complexité du système. Oui. Et qui dit entreprise, d'ailleurs, qu'elle soit entreprise publique ou entreprise privée, une entreprise, c'est une organisation. Et donc une organisation, c'est organisé. Et comme je disais, le talent, il est plutôt libre, il est plutôt imprévisible, donc il a du mal à se positionner dans cette organisation. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit en nombre plutôt limité, il faut qu'il soit attribué à des fonctions bien spécifiques, et il faut aussi qu'il soit quelque part encadré, probablement encadré par des compétences, justement. Ce ne sont pas les talents
qui encadre les compétences, c'est plutôt les compétences qui doivent encadrer les talents pour permettre une certaine harmonie, une certaine fluidité, pour permettre aussi aux talents de s'exprimer pleinement. Je suis d'accord. Parce que si le talent est isolé, il s'étouffe, il végète. Il peut s'étouffer, mais il peut aussi être quelque part un peu bloqué par les autres. Et donc, il peut s'empêcher d'évoluer, d'aller jusqu'au bout de sa mission. On a besoin de tout le monde dans l'entreprise. Personne n'est recruté inutilement dans l'entreprise. Donc, que ce soit les compétences ou le talent, si on décide, si un comité de recrutement décide d'acter un recrutement, si on décide de mettre un budget, c'est qu'on a besoin de la personne en face. Que ce soit un talent ou que ce soit une compétence. Tout le monde est utile, voire indispensable, mais il faut que les bonnes personnes soient aux bonnes places. D'ailleurs, ce qui pose la question de la rétention des talents, parce que c'est une expression qu'on a aussi beaucoup dans cette émission. On a des chefs d'entreprise qui disent, moi, mon objectif, c'est de retenir les talents. C'est un enjeu, parce que ce talent qui végète, c'est un talent qui, à un moment donné, va ailleurs. Mais ça fait partie probablement de la difficulté de l'exercice. C'est le bon positionnement et le bon traitement du talent. Le talent, c'est pas une personne qui peut tout se permettre. On ne doit pas le traiter comme une diva. Oui, c'est vrai. Il a aussi une responsabilité vis-à-vis du reste de l'ensemble des autres collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Son management a donc aussi cette responsabilité de garantir un bon équilibre, que tout le monde soit considéré à sa juste valeur, ne pas surestimer des personnes, mais du coup ne pas renvoyer une image de mépris vis-à-vis d'autres. Comme je le disais, on a besoin de tout le monde. Personne ne peut fonctionner seul dans une organisation. Donc retenir le talent, c'est lui permettre d'exister, c'est lui permettre d'évoluer aussi au sein de l'entreprise et à l'ensemble de l'équipe ou à l'entreprise de fonctionner. C'est ma dernière question, mais elle est très liée avec ce qu'on vient de se dire. C'est finalement l'entreprise, son erreur, c'est de s'imaginer qu'elle va recruter que des talents. Et donc, il y a dès le départ une forme de déséquilibre. Il y a effectivement plusieurs erreurs. Imaginer qu'on ne va recruter que des talents. Ne pas l'imaginer, mais le dire. Et donc le dire, quelque part, c'est déjà fausser le recrutement. Ne pas oublier que la communication employeur, ça touche aussi l'interne. Ce n'est pas uniquement un message vers l'externe. Donc si à l'interne, vous gérez des compétences et que vous ne les gérez pas forcément d'une façon extraordinaire et que dans votre message extérieur, vous dites ou vous prétendez ne recruter que des talents en leur faisant des propositions fantastiques, déjà, il va y avoir un décalage, il va y avoir contrariété. Et quand le talent supposé va arriver, il ne va pas forcément être très bien accueilli, il ne va pas forcément être dans l'environnement auquel il s'attend. Donc du coup, ça va pas être gagnant-gagnant. Et je rappelle souvent que le recrutement, ça doit être gagnant-gagnant pour l'entreprise comme pour le recruter, comme pour l'équipe qui l'intègre. Vous avez raison. D'ailleurs, les talents, ceux qu'on présente comme des talents et qui arrivent nouvellement dans l'entreprise, parfois on leur fait quelques croche-pieds. C'est pas facile de s'intégrer quand on a été vendu comme talent. Il faut pas se rater quand même. On attend souvent beaucoup d'eux, parfois beaucoup trop même. Beaucoup trop. Et parfois, on n'a pas envie forcément qu'ils réussissent parce que ça va peut-être éventuellement montrer des faiblesses ou des incompétences, des compétences. Donc du coup, il faut arriver à l'intégrer et c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de savoir intégrer le talent au sein de ses compétences. C'est passionnant parce qu'il y a un volet psychologique dans ce que vous évoquez sur l'idée qu'il ne faut pas trop communiquer sur ce mot. C'est-à-dire qu'il faut le faire, mais pas être ostentatoire. Il faut le faire si c'est la réalité de ce que l'on recrute. Il ne faut pas le faire uniquement parce que le mot serait à la mode et que du coup, il serait valorisant pour l'image de l'entreprise. Cette entreprise serait formidable parce qu'elle ne recruterait que des talents. Ça n'existe pas vraiment. Attention, danger. Oui, exactement. Merci Frédéric. Je vous souhaite de bonnes vacances puisqu'on a traversé une année de Rex du mois presque ensemble. C'était un plaisir de vous accueillir, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. On se retrouve, je l'espère, à la rentrée. En tout cas, bonnes vacances à vous et puis à vos collaborateurs aussi, à tous ceux qui vous accompagnent parce que ils sont très, très vivants sur les réseaux. Ça fait vivre évidemment cette séquence sur la toile. On fait une petite pause et on va s'intéresser, alors ça c'est un sujet important, au rebond économique des territoires. On aura le député Modem, il a fait le Tour de France, je ne sais pas s'il a des ampoules aux pieds, un Tour de France à la rencontre des départements. Alors départements dynamiques économiquement, départements en difficulté, remis à Jean Castex sur ce rebond et il fait près de 27 propositions très concrètes pour permettre une relance économique, industrielle aussi, on va l'entendre. C'est Jean-Noël Barrot, député du Modem, et il est économiste et il est notre invité dans le grand entretien juste après cette pause. Travaux de recherche. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler de la relance économique de nos territoires. Et nous accueillons Jean-Noël Barrot. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Vrai plaisir de vous accueillir ici sur le plateau de Smart Job. Député du Modem des Yvelines, vous êtes un homme politique, mais vous êtes un économiste rattaché à HEC, vous êtes un professeur-chercheur à HEC. Et ce qui est très intéressant dans votre visite aujourd'hui, pendant une vingtaine de minutes, vous allez nous raconter ce Tour de France. Alors vous avez fait la carte, j'ai vu qu'il y a des départements, il y a le Cher, il y a le Lot, ou le Lot-et-Garonne.
Tour de France pour accélérer le rebond économique des territoires. C'est le rapport que vous avez remis à Jean Castex il y a quelques jours maintenant, avec 26-27 propositions très concrètes. D'abord, vous étiez un député en mission. Il faut préciser que les députés font des missions. S'extrait un tout petit peu de la vie de l'hémicycle pour partir sur ce Tour de France. Ça vous a apporté quoi? Parce que vous êtes un économiste, vous êtes un homme qui avait fait des recherches très approfondies. Le fait de faire un Tour de France, de toucher la matière, de voir les gens, qu'est-ce que ça a changé dans votre regard? J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris. C'est vrai que le Premier ministre, quand il m'a confié cette mission au mois de janvier, pour 6 mois, 4 janvier. Le 4 janvier, il fallait à la fois aller à la rencontre des territoires, et donc nous sommes allés dans chaque région, dans les départements qui étaient fragiles avant la crise et qui étaient impactés par cette crise. Et puis en parallèle, nous avons mené un travail d'analyse minutieux des données pour essayer de bien comprendre l'impact qu'avait eu la crise sur les territoires, la manière dont elle bouleversait certaines des dynamiques, certains des équilibres territoriaux. Et donc, ces deux approches, la rencontre sur le terrain avec les acteurs économiques qui animent les territoires et l'analyse des données, eh bien, c'est ça qui nous a permis d'échafauder ce rapport avec un diagnostic sur l'impact territorial de la crise et les 27 propositions. On va, avant de faire le diagnostic et les propositions, parce qu'il y en a beaucoup qui concernent des choses très concrètes, il y a des choses très techniques qu'il faudra détailler peut-être sur des modèles italiens, parce que vous évoquez les modèles italiens, puis des choses extrêmement concrètes sur quand on est licencié, qu'on a une maison et un prêt à la banque, eh bien en général on est bloqué dans son territoire et vous faites plein de propositions concrètes. Mais d'abord, dans l'avant-propos, vous évoquez les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même que ces gilets jaunes sont nés sur des territoires un peu oubliés, abandonnés, de Françaises et de Français qui sur les ronds-points disaient nous, on ne pense pas à nous. Est-ce que ce rapport aussi a vocation à répondre à cela, à des Français qui aujourd'hui se sentent abandonnés, oubliés, et peut-être que cette crise Covid leur a donné un sentiment plus important encore d'abandon? Absolument. Et ce que dit le rapport et ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est d'abord que la baisse d'activité territoire par territoire, elle, de manière assez inattendue, elle ne recouvre pas la géographie, la carte des gilets jaunes, la carte des fragilités structurelles. Quand on regarde les deux cartes, la carte de la crise économique et la carte des gilets jaunes, ce ne sont pas les mêmes. Mais par ailleurs, la crise et disons plutôt le rebond, c'est aussi le moment des opportunités. Et ce que nous, on a vu sur le terrain, en Ariège, dans le Lot-et-Garonne, dans le Cher, en Moselle, on a vu que certains territoires qui ont été frappés de plein fouet par la désindustrialisation... Le Lot-et-Garonne, on peut en parler, parce qu'il y a Airbus qui n'est pas très loin. Le Lot-et-Garonne, par exemple, vous avez des friches industrielles colossales, à Tonins, par exemple, les manufactures de tabac, à Fumel, près de Villeneuve-sur-Lot, sur les anciennes usines de métallurgie. Il faut se représenter dans ces territoires des usines gigantesques qui sont à l'abandon depuis des dizaines d'années, qui présentent d'ailleurs des risques environnementaux majeurs et qu'on n'a jamais su, en quelque sorte, revitaliser. Eh bien, à la faveur du rebond, et grâce au coup de pouce de France Relance, il faut bien le dire, vous avez à Tonins, vous avez à Pamiers en Ariège, vous avez à Vierzon dans le Cher, des projets de reprise, d'installation de campus urbains, d'installation de start-up parisiennes qui viennent mettre à Tonins leurs ateliers de fabrication. Vous avez des choses assez intéressantes qui se passent et qui, à terme, pourraient bénéficier à ces territoires un peu oubliés. Et la troisième chose sur les gilets jaunes de ce que dit le rapport, c'est que nous devons désormais être très attentifs à ne plus être pris par surprise par le déclin industriel. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut que l'État continue sur une lancée qui est celle des 3 dernières années, et modifie sa relation avec les territoires dans la composante de revitalisation. On a eu trop longtemps une attitude totalement passive vis-à-vis du déclin. Depuis 3 ans, on a changé la logique, on demande aux acteurs locaux sur les territoires de se coordonner, de se donner une vision pour leur territoire. Et là, l'État vient avec des labels, avec des financements, avec de l'accompagnement. Donc nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est qu'il faut aller plus loin dans cette démarche-là pour ne plus jamais être pris par surprise par ce déclin industriel qui est à l'origine, qui est l'une des origines du mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, dans votre rapport, il y a une carte tirée des sources de l'INSEE où on voit l'évolution de 75 à 2014 d'une France 75 industrielle. C'est
une France qui est noire, puisque c'est la couleur qui a été choisie pour montrer la zone. Et puis on voit que doucement, de décennie en décennie, la couleur s'éclaircit pour devenir jaune pâle, c'est-à-dire que les industries restent un petit peu à l'est, un tout petit peu vers le centre de la France, et puis en fait on a perdu nos industries. Vous évoquez un autre sujet qui est vraiment passionnant et qui est un phénomène sociologique, c'est l'exode urbain. Et qui est très lié d'ailleurs à ce que vous évoquiez. Des start-up qui étaient d'abord basées à Paris se disent mais pourquoi pas faire la même chose, je ne sais pas, en Corrèze et dans des territoires qui, prime abord, n'étaient pas des territoires de développement économique. Et ça, c'est très lié évidemment à la révolution numérique qui leur permet de se déplacer. Est-ce que ça, c'est un levier pour vous de développement des territoires et justement de cohésion des territoires ? Alors, en tout cas, c'est un bouleversement, puisque, comme vous le dites, on voit s'amorcer un exode urbain en provenance du cœur des grandes métropoles, et en particulier de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes, et à destination des départements proches, plus ruraux et moins denses, avec une très forte accélération. Hein. L'augmentation du nombre d'acquisitions de maisons par des Parisiens dans le département de l'Eure ou du Loiret, c'est plus 150% en 2020 par rapport à 2019. Donc c'est quelque chose de très significatif. Alors, ça peut présenter quelques difficultés pour les territoires d'accueil, dans le Loiret, dans l'Eure, avec des nouveaux arrivants, ça met de la pression sur les services publics, etc. etc. Que je connais bien, le Loiret. Pour le cœur des grandes agglomérations qui perdent, si je puis dire, des habitants, ça va aussi poser des problèmes pour le commerce de proximité, pour la conversion, pour la transformation des bureaux en logements, on en parle dans le rapport. Mais il peut y avoir là des opportunités, et une belle histoire, c'est celle de l'Ariège, qui est juste à côté de la métropole toulousaine, vous le citez, et qui a pris en quelque sorte son destin en main et propose par son agence de développement un pacte télétravail aux salariés des grandes entreprises de la métropole toulousaine pour venir s'installer à Pamiers. Pamiers, c'est une ville de 20 000 habitants qui est en déprise démographique, avec un centre-ville qui est totalement dévitalisé, qui va être soutenu d'ailleurs par le plan de relance pour reprendre les logements qui sont complètement délabrés. Et donc là, on voit bien comment est-ce qu'on peut décongestionner la métropole toulousaine au profit du département juste à côté qui était en déprise. Ça, c'est quand même intéressant, l'accélération Covid sur plein de secteurs, et notamment sur le fait que des gens renversent la table, quittent les lieux de vie où ils n'étaient pas bien, je pense à Paris, et décident de s'installer ailleurs. Quand même une question à l'économiste et à l'homme politique, parce que je ne l'ai pas précisé, mais votre nom circulait très fortement pour devenir ministre, et puis j'ai lu dans des articles que finalement le Premier ministre vous préférez presque à l'Assemblée pour vos compétences d'économiste. Et là, je m'adresse à l'économiste. Le déclin industriel, il est inexorable ou pas? Quand on regarde cette carte où il n'y a plus d'industrie, on n'est que dans des mots, des incantations où vous dites on a encore un mot, une carte à jouer sur le plan industriel, et donc pour redonner de l'emploi dans ces territoires où effectivement on a des friches industrielles qui sont là, couvertes de lierre, on ne sait pas quoi en faire. Oui, je pense qu'il y a une carte à jouer. Après, l'industrie, elle va évoluer, elle va devenir plus servicielle, elle va, dans sa composante, je dirais, d'emploi, elle va aussi se transformer, les métiers vont se transformer. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que les entreprises se saisissent du plan de relance pour faire des choses, des investissements qu'elles auraient fait sinon entre 5 et 7 ans, mais dans l'année qui vient. Je pense par exemple à Pékinier. Pékinier, c'est une entreprise qui est à Morteau. Si vous êtes fan de montres, c'est le dernier fabricant de mouvements horlogers en France, dans la grande tradition de la microtechnique horlogère. De cette région d'ailleurs. De cette région, exactement. Et Pékinier, grâce au plan de relance, ils vont relocaliser en France la conception des toutes petites pièces très techniques qui entrent dans leur mouvement. Qui est faite aujourd'hui en Europe de l'Est ou en Asie. Et ça, il y a des exemples, on a des exemples innombrables. Il y avait des entreprises qui se disaient peut-être je le ferai. Mais grâce au plan de relance, grâce au fait que les entrepreneurs ont conscience qu'après une crise comme celle-là, il y a un rebond très vif et que c'est un moment qu'il ne faut pas rater. Et bien, grâce à cette période que nous vivons, malgré tous les inconvénients qu'elle a provoqués pour notre pays, il y a effectivement des jolies aventures industrielles qui se déploient un peu partout. Alors Jean-Noël Barrot, dans votre rapport, c'est assez moderne parce qu'il y a à la fois un travail, on sent l'économiste, la patte de l'économiste, il y a des tableaux de chiffres, il y a des études croisées, il y a des cartes, et puis il y a aussi des études finalement plus modernes sur le ressenti à travers les tweets. C'est assez incroyable. Donc on ressent une région aussi par ses vibrations, par ses tweets. Alors là, on le voit, et vous le citez notamment Roissy,
avec des tweets qui sont down parce qu'ils n'ont pas le moral, et on va l'expliquer évidemment, on le devine. Et puis je voyais la région de la Tarentaise aussi que vous évoquez. Qu'est-ce qui se passe dans ces régions? Alors Roissy, on le devine, c'est parce qu'il y a eu un arrêt complet de l'aéroportuaire. La Tarentaise, j'imagine, c'est quoi? C'est pour les raisons industrielles? Non, c'est la montagne. Mais vous avez raison, et je vous remercie de citer ce travail qu'on a fait à partir de Twitter. C'est moderne. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'économie sans tenir compte du ressenti des acteurs économiques de terrain. C'est pas du chiffre. Des ménages, etc. C'est pas que du chiffre, c'est du ressenti, la politique en tout cas. Bien sûr. Et ce que nous voulions, c'est avoir un baromètre territorial du ressenti des Français. Or, aujourd'hui, en France, on n'a pas d'outils pour le faire. Et donc, on a cherché et on s'est dit, bon, on va aller chercher sur Twitter. Et effectivement, on a téléchargé 20 millions de tweets, de messages Twitter entre 2019 et 2021 au niveau des bassins d'emploi. Et on a mesuré très simplement la positivité des tweets à partir des emojis ou à partir des mots, selon que les mots sont plutôt positifs ou négatifs. On voit que au niveau national, la positivité des tweets, elle s'effondre pendant les confinements, ce qui révèle que l'analyse de ces messages est bien pertinente. Et ensuite, quand on a projeté tout ça sur une carte, on a vu qu'effectivement, dans les zones qui étaient particulièrement touchées par la crise économique, et je reviens sur les deux exemples que vous avez cités dans un instant, eh bien, le ressenti s'est dégradé. Donc c'est un très bon indicateur de ressenti d'une population. En tout cas, ça signifie que la crise économique, elle a bien été perçue par les Français, telle qu'on a pu le mesurer sur Twitter. Vous citez deux zones d'emploi, et c'est très intéressant, parce que c'est là où ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure, que la crise, elle a touché les territoires de manière un peu inattendue. On cite Roissy et la Tarentaise. La Tarentaise, c'est la montagne. Donc effectivement, une très forte baisse d'activité liée à la Covid. Des stations. Mais vous avez là un territoire qui, en entrée de crise, était particulièrement prospère, avec un très faible taux de chômage, avec des taux de pauvreté très faibles. Et qui est numéro 1 du classement de la baisse d'activité, qui a vraiment subi une très très forte crise économique. Et vous avez en numéro 2 du classement, vous avez Roissy. Et Roissy, c'est l'une des zones d'emploi de France qui a un taux de chômage particulièrement élevé, des taux de pauvreté particulièrement élevés. Et donc, cette crise a touché aussi bien des territoires prospères comme la montagne que des territoires fragiles comme celui de Roissy. Si je peux me permettre, quand on fait des analyses, une fois que vous avez fait le diagnostic, on voit bien que sur la Tarentaise, c'est conjoncturel, que les stations vont reprendre, que les télésièges et téléskis vont réouvrir de toute évidence. Pour Roissy, c'est plus compliqué puisqu'elle est intimement liée à une zone d'activité qui est en très grande difficulté. J'imagine qu'il y a plus d'inquiétude pour Roissy que pour la Tarentaise. Oui, alors, non, vous avez absolument raison. Donc, nous, ce qu'on a fait pour essayer, effectivement, puisque la question nous était posée, de dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer quand on va lever les restrictions? Exactement. On a regardé ce qui s'est passé l'été dernier quand les restrictions étaient levées. Effectivement, ça rebat évidemment les cartes, parce qu'il y a des territoires qui vont reprendre un peu plus vite que d'autres. Ce qui, en revanche, est resté, et ça mérite d'être souligné, c'est que, on parlait tout à l'heure d'exode urbain, les grandes métropoles, non seulement elles ont perdu des habitants, mais en plus, c'est là où la crise a été la plus sévère. La masse salariale a baissé quasiment 2 fois plus dans les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille que dans tous les autres types de territoires. Et quand les restrictions ont été levées l'été dernier, l'écart s'est accru. Donc évidemment, l'activité a repris. Mais pas au stade où elle l'avait quitté. Donc il n'y a pas eu de rattrapage des grandes villes. Et ça veut dire que ce mouvement-là de démétropolisation, il peut durer malgré la levée des restrictions. On va parler des salariés, parce que ça, c'est un sujet extrêmement concret d'accompagnement des salariés pour pousser à la mobilité, puisque vous dites qu'il faut pousser auprès de main-d'œuvre. Juste un focus sur la région d'Airbus et de Toulouse, parce que ça fait partie de ces régions excessivement prospères qui se développait, qui créait de l'immobilier, faisait d'ailleurs monter de manière considérable le prix de l'immobilier dans la région. Et c'est une entreprise qui est aujourd'hui en très grande difficulté, puisque pour les raisons qu'on connaît. Quel est le ressenti que vous avez sur cette zone-là? Comment on fait de cette main-d'œuvre, de ces salariés qui, pour l'instant, sont au chômage technique ou ont repris très difficilement? Oui, si je devais résumer les propositions du rapport, c'est une stratégie, un peu comme pour la vaccination, coopérer, territorialiser, régénérer. Coopérer, c'est faire fructifier ce tissu de relations qui s'est noué entre les acteurs de terrain pendant la crise. Et l'un des meilleurs exemples, c'est le prêt de main-d'œuvre. Et ça m'amène à vous parler. On en a parlé sur ce plateau, c'est peu connu, mais il faut le développer. Et en tout cas, nous, on a vu des exemples assez spectaculaires dans le Lot-et-Garonne, où des sous-traitants de l'aéronautique ont mis à disposition de Lucien Georgelin, numéro 2 de la confiture, des techniciens, des ingénieurs aéros qui vont venir optimiser les circuits de production. Je reviens à Toulouse, puisque vous m'en parlez.
une très belle histoire qu'on a vue, c'est celle de la start-up Aura Aero, des anciens d'Airbus qui sont partis en 2018, qui ont créé cette entreprise, qui avait 2 employés au début de l'année 2020, qu'on a 60 aujourd'hui, qui est en très très forte croissance, avec un produit qui est l'avion digital native, comme ils l'appellent, c'est-à-dire un avion qui va être prototypé en continu et qui va, avec des capteurs, s'améliorer dans leurs ateliers. Et donc ça, c'est une révolution de méthode et qui attire évidemment beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Eh bien, cette start-up, elle a besoin de grandir vite. Et juste à côté, vous avez Airbus, mais vous avez aussi, et c'est peut-être eux les plus impactés, les grands cabinets d'ingénierie comme AK, comme Expleo. Qui se sont implémentés sur bien sûr. Dans mon département des Yvelines, en Haute-Garonne, près de Toulouse, qui mettent à disposition traditionnellement des ingénieurs qui sont leurs salariés auprès d'Airbus pour faire de la recherche et développement. Évidemment, ce sont les premiers à souffrir de la baisse d'activité et donc tous ces grands cabinets d'ingénierie sont en PSE aujourd'hui. Et ce qui est en train de se passer, ou en tout cas quand on y était, c'était en cours de discussion, c'est que plutôt que de licencier 50 ingénieurs, eh bien AK va tenter de mettre à disposition 50 ingénieurs auprès de Aura Aero, qui a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour sa croissance, mais qui ne pourrait pas vraiment se les payer parce que c'est une entreprise qui est encore trop jeune. Et vous voyez comment, y compris au sein de l'industrie aéronautique, il faut le développer. Ça peut être. En tout cas, il faut le systématiser parce que ce prêt de main-d'œuvre, qui est quand même un outil de levier de croissance, est assez peu connu. Alors, on en a beaucoup parlé sur le plateau. Ça fait plusieurs fois que je l'évoque, mais je veux revenir sur la notion de mobilité. Parce que dans votre rapport, il y a quand même l'idée que par cette crise, on va avoir des besoins de main-d'œuvre, on l'évoque, et parfois la main-d'œuvre, il faut qu'elle se déplace. Il y a des éléments très concrets, notamment dans la proposition 19, pour être précis, déployer à plus grande échelle l'offre de rachat des biens immobiliers de salariés licenciés pour motif économique dans les territoires, avec une reprise par action, enfin un soutien d'action logement. Votre philosophie, c'est quoi? C'est de permettre à ceux qui ont envie de bouger, qui ont trouvé un job, qui les relance, de pouvoir partir très vite et de ne pas avoir payé toutes les taxes quand on vend une maison, parce que c'est ça. Exactement. J'ai parlé d'ACA à Toulouse, un autre cabinet d'ingénierie, c'est Expleo. Expleo, ils sont un peu partout, mais ils sont notamment dans les Yvelines, dans mon département, à Saint-Quentin en Yvelines. Et ça a été l'une de mes premières visites, et je suis allé chez eux, ils sont en plein PSE. Et donc, on réfléchit à la manière dont ils peuvent soit reclasser les salariés, soit leur trouver des nouvelles opportunités. Et le dirigeant de l'entreprise me dit, c'est compliqué, parce que ces ingénieurs, qui n'avaient jamais connu la crise, ils sont propriétaires de leur maison à Saint-Quentin. Avaient un bon niveau de vie. Et donc, il faudrait trouver des manières de faciliter la mobilité pour qu'ils aillent trouver un job à Lyon. Et rapidement. Nous, ce qu'on a vu, c'est un très bel exemple d'intervention publique dans le cas de Arjo Wiggins, cette papeterie qui a fermé à Bessay-sur-Bray dans la Sarthe et qui employait, je crois que c'était 600 personnes, en tout cas plusieurs centaines de personnes, et qui a donc, avec sa fermeture, eu un impact majeur sur le bassin d'emploi. Double peine pour les salariés, je perds mon job, et en même temps, la valeur de mon patrimoine immobilier chute automatiquement. Qu'a fait Action Logement? Action Logement a racheté les maisons, en tout cas pour ceux qui le voulaient, des salariés, de manière à éviter que leur valeur s'effondre et à remettre ces logements sur le marché, mais de manière très très progressive pour maintenir les prix sur le marché. Donc très très bonne intervention. Et pour la mobilité, ce qu'on propose dans le rapport, à titre expérimental, parce qu'il faut regarder si ça marche avant de le généraliser, c'est de faire en sorte que si je me déplace et que je vais acquérir une maison principale dans un autre bassin d'emploi après avoir été licencié, que je puisse effectivement être exonéré partiellement de DMTO, c'est-à-dire les taxes sur les acquisitions de résidence. La fameuse DMTO. Avant de nous quitter, Jean-Noël Barrot, on va rentrer dans une séquence présidentielle où la question économique, j'en suis persuadé, sera presque supérieure au débat sur la sécurité. C'est-à-dire, dans quel état d'esprit vous êtes? Je m'adresse à l'élu, mais aussi à l'économiste. On nous parle d'une relance. Nous y sommes vraiment, parce que dans les cas que vous évoquez, on est quand même dans des situations d'entreprise qui montent des PSE, qui réfléchissent à se séparer de collaborateurs. Comment on peut... C'est quoi la vérité, là? Écoutez, moi, ce que j'ai vu, et parmi les exemples les plus frappants, c'est la centrale à charbon du Havre. J'étais sur le ferme, qui a fermé. C'était un long processus. Et j'y étais une semaine plus tard. Elle a fermé conformément aux engagements du président de la République. Eh bien, littéralement, de l'autre côté de la rue, sur le port du Havre, vous avez la centrale à charbon dans le dos. De l'autre côté de la rue, vous avez l'usine de Siemens Gamesa, qui sera le premier site industriel dédié aux énergies renouvelables, qui assemblera les immenses éoliennes offshore, qui font l'objet de débats, etc., et qui recrutera 750 personnes, et notamment des jeunes des quartiers. Entreprise espagnole, enfin en tout cas mix espagnol Siemens. Absolument, mais c'était assez frappant de voir que la transition écologique
est aussi une transition industrielle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre pays. Pour vous, c'est un rebond possible Bien et sûr. un débouché d'emploi possible. Bien sûr, je vous cite un autre exemple. À Béthune, où nous sommes allés un mois après la fermeture de Bridgestone. Je me suis rendu chez Groupe Atlantique. Groupe Atlantique, c'est une très belle entreprise familiale française qui fabrique des pompes à chaleur et des chaudières. Eh bien, grâce à MaPrimeRénov' et avant MaPrimeRénov', la chaudière à 1 euro, ça paraît rien, hein, mais c'est des incitations pour la rénovation énergétique du Qui bâtiment. relance un secteur. Et qui relance un secteur, en tout cas, qui soutient son activité en 2020. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Groupe Atlantique recrute 50 anciens Bridgestone. Vous voyez comment les Bridgestone qui fabriquaient des pneus vont, grâce à cette transition écologique qui fait qu'on rénove nos bâtiments, vont aller travailler dans cette belle entreprise familiale française. Donc, il y a vraiment une accélération de la transition industrielle, écologique, et ça, c'est évidemment porteur d'espoir pour notre pays. Merci Jean-Noël Barrot d'être venu nous rendre visite. On a mis un peu de temps à se voir, mais vous êtes venu d'abord parce Merci à qu'il vous. fallait remettre ce rapport au Il Premier fallait le ministre. remettre. C'était le 30 juin. À lire, vous qui êtes des décideurs, vous intéressez à cette carte de France qui est passionnante, avec beaucoup de cartes, beaucoup d'analyses et beaucoup de prospectives aussi. Député du MoDem des Yvelines. Et puis vous êtes économiste, toujours en train de travailler et travailler sur des axes de recherche. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission comme à chaque fois dans Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser Jean-Noël Barrot, avec une entreprise de la tech qui recrute. Bah oui, elle recrute. Et c'est pas si simple de recruter dans la tech parce que les talents, il n'y en a pas beaucoup. On en parle avec lui. Fenêtre sur l'emploi. On l'a évoqué il y a quelques instants avec Frédéric Fougera, la notion de talent, le recruter des talents, c'est jamais simple. Rien que le mot talent d'ailleurs est compliqué puisqu'on l'évoquait dans notre chronique. J'ai avec moi Jérôme Bazin. Bonjour Jérôme. Bonjour Arnaud. Vous êtes président d'Isatech. D'abord quelques mots parce que c'est intéressant, entreprise à la fois parisienne mais aussi province, Bretagne. Exactement. Et Portugal, enfin pas seulement française. Voilà, Rennes, Vannes, Paris. Exactement, Porto, Lisbonne. Expert de système d'information, et vous avez choisi de recruter. Alors c'est un sujet qu'on évoque dans cette rubrique. C'est compliqué quand on est à la tête d'une entreprise de tech de recruter les fameux talents là. Comment vous faites? Alors bonjour Arnaud d'abord, mais effectivement oui c'est compliqué, ça reste compliqué puisque d'abord on est sur un phénomène qui est double, c'est-à-dire que ce sont déjà des compétences qui étaient rares avant la crise et la transition numérique qui a été devenue un peu plus prégnante là, avec la prise de conscience lors de cette crise sanitaire de l'importance de ces outils, fait qu'il y a une accélération du phénomène. Donc ça vient amplifier ce phénomène pénurique. Et en fait, du coup, effectivement, il faut trouver pas mal d'astuces pour recruter les talents, les compétences. Je reprends très bien d'ailleurs ce qui a été évoqué par mon prédécesseur avant sur les compétences et talents, très intéressant. Oui. Effectivement, c'est une différence importante à faire. On a besoin des deux, mais c'est pas la même façon de les gérer et de les recruter. En ce moment, vous cherchez quoi? Alors, concrètement, oui, parce que des talents, des compétences? Alors, les deux. On recrute, on a 30 postes à pourvoir actuellement, pour être très concret. Ça va de profils qui sont très fonctionnels à des profils très techniques. On va expliquer pourquoi, j'expliquerai après, par rapport à notre différenciation en termes de métier. Et donc, ce sont des gens qu'on va recruter. Alors, quand je dis 30 personnes, c'est en France et au Portugal, à peu près 15-15. Et ce sont des profils qui sont en général amenés à bouger beaucoup en France. Alors, ils peuvent travailler de manière distancielle, mais ils vont dans sur les l'entreprise, projets. Voilà. bien sûr. Ils vont bouger chez nos clients, qui sont d'ailleurs des clients parfois des groupes internationaux, très souvent, à 40%. Donc, par exemple, en ce moment, on intervient en Asie, on intervient en Chine, pour être précis, on intervient actuellement aux États-Unis. C'est intéressant, des entreprises françaises qui vont en Chine. Voilà. Oui. C'est original. Exactement. Et on accompagne, d'ailleurs, dans le cas de la Chine, c'est très original, puisqu'on ne fait pour ce groupe français que la partie étrangère, enfin internationale. On ne traite pas, pour l'instant en tout cas, ces projets français pour le moment. Ça, c'est original, en effet. Oui, mais c'est ce qui montre aussi l'agilité, la mobilité et je dirais, c'est justement cette notion de digital, de numérique qui permet aujourd'hui des approches totalement différentes. Mais vous l'évoquiez d'un mot, c'était dur avant de recruter des gens qui étaient des ingénieurs, parce que ce sont des technologies qui évoluent beaucoup, donc il faut que ce soit des personnes qui soient formées en permanence et au plus près. C'est ça votre difficulté. C'est encore plus dur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération de la transformation des entreprises. Voilà, alors il y a ce phénomène, je l'ai dit tout à l'heure, de transformation qui s'accélère avec cette prise de conscience, et c'était vécu un petit peu comme non pas une nécessité, soit un effet de mode, soit un coût. Il fallait y passer pour beaucoup de dirigeants ou de décideurs d'entreprise.
Et aujourd'hui, ils se rendent compte que non, c'est un investissement qui est aussi capital que de changer, de moderniser son usine, que de revoir son dispositif logistique. Donc là, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui où on est sur des projets qui peuvent transformer profondément le modèle économique des entreprises, enfin de nos clients. Donc, et pas seulement d'ailleurs des entreprises, parce que nous, on va de la PME jusqu'aux grosses ETI et grands comptes. On a aussi également des grosses associations, des fédérations. Et là aussi, il ne faut pas les oublier, il n'y a pas que les entreprises peuvent bénéficier de cette transformation numérique. Donc pour revenir à votre question, en fait, le sujet de la difficulté de les trouver aujourd'hui, c'est que d'abord, effectivement, d'un côté, on a des technologies qui vont très très vite et qui ne sont pas les structures, les universités, les écoles ne peuvent pas forcément suivre ça, et ce n'est pas un reproche, elles font avec ce qu'elles peuvent faire. Et nous-mêmes, on sait qu'on a une part de formation continue qui est très importante. Ça représente environ 10% de notre budget masse salariale tous les ans. Maintenir en permanence le niveau des... C'est à peu près la norme dans notre profession. Et deuxièmement, il faut en même temps que les écoles soient capables de former des gens qui aient des cultures d'usage numérique. Ce qu'on recherche, c'est plus des gens qui ont des cultures d'usage numérique. La techno, ils l'apprendront, la technologie, ils l'apprendront, elle évolue. Et on est focalisé plutôt sur ça, sur une capacité à repenser un peu autrement les modèles. En fait, nous, ce qui nous plaît dans transformation numérique, c'est transformation. Et transformation, si on reprend en tout cas les deux intervenants précédents avec vous, c'est très intéressant parce qu'on le voit bien, ça se traduit bien par des phénomènes de transformation en profondeur de l'économie, voire sociétaux. Et c'est effectivement un peu ce qui nous anime. Et c'est un peu l'intérêt de nos métiers aujourd'hui. J'y reviendrai quand on parlera des différences. Mais en tout cas, nous, on voit notre métier, pas seulement comme un métier évidemment de personnes qui déploient des logiciels, qui déploient des systèmes d'information globaux d'entreprise, mais aussi qui sont en train de participer à cette transformation de l'économie. Avant de nous quitter, Jérôme Bazin, les techniques que vous utilisez, parce que vous n'êtes pas seul à rechercher des talents. Comment vous faites là? Quelle est, je dirais, l'expérience collaborateur vous proposez pour dire à celui qui vient, vous allez voir, ça va pas rigoler. Ouais. Alors on a plusieurs intérêts, en tout cas, pour attirer des gens, plusieurs facteurs d'attractivité assez forts. Le premier, c'est qu'on a une différence, on a un positionnement qui est assez original, dans le sens où on est d'une part sur une approche globale du système d'information d'entreprise. Souvent, ces choses sont cloisonnées chez les ESN, les entreprises de services numériques. Nous, on a toujours eu cette vision globale et toujours eu ce bilinguisme entre fonctionnel et technique. C'est-à-dire qu'en clair, on évite la partie de ping-pong qu'il peut y avoir entre des prestataires qui vont être plus techniques, plus fonctionnels. Et puis global. Voilà. Et le dernier point, et l'autre point important, c'est évidemment l'international. Je l'ai mentionné. C'est le fait qu'on est sur des projets qui sont plutôt agiles, de déploiement relativement complexe. Et puis on va loin. Voilà. On va loin, on peut voyager. On voyage. Voilà. De moins en moins. Et enfin, le dernier point, et c'est pas un détail, et là je reviens sur l'intervention précédente sur les territoires, c'est qu'il se trouve que notre siège historique, on existe depuis 38 ans, est basé en Bretagne, à Vannes très exactement, et qu'on a évidemment le bénéfice, même si on a des agences un peu partout, de faire profiter de cette très belle région à nos collaborateurs. Voilà, vous avez développé vos arguments. Voilà. On évoquait tout à l'heure l'exode urbaine, et ben voilà, c'est un des arguments. C'est un vrai phénomène aujourd'hui qui concourt en tout cas à nous aider pour recruter. Le Morbihan, quel beau département. Oui. C'est vrai, on peut le dire. On peut le dire. Merci Jérôme Bazin d'être venu nous rendre visite, président d'Isatech qui recrute 30 personnes en France, Portugal et France, parce que c'est important de préciser que vous êtes aussi en développement bien installé au Portugal. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. C'est la fin de notre émission. Je vous retrouve demain en direct, bien entendu, avec de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres, de nouveaux invités. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à Emma Benassi pour l'accueil invité, merci à notre réalisateur Romain Luc et merci à Alex pour le son. C'était un vrai plaisir. D'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles évidemment à tous les programmes de Bismart. Il y a l'embarras du choix. À demain.